Bonjour à tous. Faut que je remette le focus. Hop. Bon, c'est parti. Je vais vous parler, le titre n'est pas à jour, Guide de survie du craft. C'est le titre alternatif de ABC du craft. Le but, c'est de faire une introduction, un abécédaire des concepts essentiels. Je vais vous le présenter. Donc, une petite introduction. J'ai fait des projets à l'école. J'ai fait une formation d'informatique. Et les projets que j'ai fait à l'école ne sont pas pareils que les projets que j'ai fait aujourd'hui. On n'avait pas la même relation avec les deadlines, on n'avait pas la même relation avec la qualité de code qu'on développait. Et on n'avait surtout pas la même relation avec le code à maintenir, puisqu'il n'y avait pas de maintenance. Une fois que le code était rendu, on le jetait. Du coup, mon premier projet pro, c'est pas passé exactement de la manière dont je l'attendais. Où, là, pour le contexte, c'était dans la sûreté nucléaire. On n'avait pas les mêmes enjeux. Le code n'était pas jetable comme ça, la qualité, on verra bien. C'était un tout petit peu plus critique. Et du coup, je me suis retrouvé un peu démuni. Ma formation scolaire ne m'avait pas préparé à ces enjeux. Et je me suis posé du coup des interrogations de « mais comment on fait ? Comment on fait concrètement confronté à ces problèmes pour apporter des solutions ?» Parce que moi, j'étais facturé à un client, et le client, il attendait des réponses. Eh pas simple. J'étais dans une équipe agile. L'agilité n'a pas apporté les réponses que j'aurais voulu. Alors, c'était peut-être pas les bonnes questions que je posais, ou c'était peut-être pas la bonne façon de chercher des réponses. En tout cas, l'agilité ne nous a pas forcément aidés sur ces aspects de qualité. Et donc c'est pour ça, j'aurais voulu vous parler un peu de mon parcours dans la qualité et surtout en fait du lien que ça a avec le software craft. Donc je voulais vous faire 26 concepts. 26 c'est beaucoup. On n'aura pas le temps de faire 26, donc on va faire juste 10. Mais en tout cas, moi c'est mes 10 concepts essentiels, les concepts clés pour comprendre le craft. Et j'espère qu'au bout de ces 10 concepts, vous verrez un peu plus ce que c'est le craft, ou en tout cas ce que moi, je vois dans le craft. Donc on va commencer par la lettre A. J'espère que vous êtes bons sur l'alphabet parce qu'il va falloir suivre. A comme apprentissage continu, parce qu'on apprend tout le temps. Je vous l'ai dit juste avant, depuis l'école, j'ai appris plein de choses. J'ai fait toutes mes études sans connaître Git. Donc moi, je faisais des merges comme ça, 2 fichiers, on compare avec les yeux. Et les fichiers, on ne les partageait pas avec des serveurs. On s'envoyait des mails et les versions 1, version 2, version 2.1, version 2.1 finale. Vous connaissez la blague. Mais c'était ma vie à l'époque. Et pareil, le debugging, je ne connaissais pas le debugger. Je mettais des prints, on lance, on regarde, et puis ça ne marche pas. On rajoute des prints, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de techniques que l'école ne m'a pas appris et que j'ai appris ensuite sur le terrain. Et j'en suis bien content parce que ça change vraiment la façon dont je travaille. Et tous les jours, je continue à apprendre, encore aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est un peu un jour de travail un peu différent des autres, mais en fait, tous les jours où je travaille, et même les jours où je ne travaille pas des fois, j'apprends de nouvelles choses. Et en fait, on est vraiment sur de l'apprentissage continu parce que, alors, c'est le cas pour moi, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, je pense, il y a une certaine curiosité à comment est-ce que font les autres, à comment est-ce que je pourrais faire moi pour faire différemment. Ça peut être aussi une question d'objectif. Moi, je me fixais des objectifs assez élevés, de faire un logiciel de qualité pour la sûreté nucléaire parce que je n'avais pas envie que les centrales explosent. Chacun ses objectifs. Il y en a qui voulaient les faire exploser. Mais du coup, on peut avoir un rapport différent et se mettre un niveau d'exigence plus élevé. Il y a une question de faire de la veille aussi. Parce que la curiosité, ça marche bien, mais il faut savoir l'orienter, il faut savoir l'organiser dans le temps. Et donc, on peut faire de la veille technologique pour se tenir informé de différentes choses, comment d'autres personnes voient d'autres problèmes et y répondent. Il y a plein de questions qu'on peut se poser dans les communautés. Là, il y a un fier représentant du Slack, il me semble, mais il y a Xavier quelque part, et il pose souvent des questions parce qu'il n'a pas forcément du répondant dans son entreprise. Et on est très content de lui répondre. Alors moi, j'ai rarement les bonnes réponses, mais en tout cas, on peut se poser des questions entre nous. On peut apprendre aussi en continu, en groupe, et comme on le fait aujourd'hui. Là, du haut de mon expérience, je vous prodigue ma connaissance impure, mais en ce moment, j'espère que vous êtes en train d'apprendre certaines choses. Et dans toute la journée, il y a eu d'autres conférences, vous avez appris certainement d'autres choses, vous avez parlé avec plein de gens. Il y a ce côté, on écoute, il y a aussi le côté on fait. Donc il y a des salles en ce moment qui sont en train de le faire, de la pratique vraiment, où on met en application et éventuellement on itère, on le fait plusieurs fois, on le voit dans des scénarios différents pour justement pratiquer la chose et vraiment se l'approprier. Et il y a une question d'expérience. Moi, quand je revois ce que je faisais avant, je trouve ça un peu drôle, je trouve ça un peu naïf, je trouve ça un peu gênant des fois, parce que j'avais pas du tout le même rapport, la même expérience aux choses. Et donc ça, c'est par rapport à mon moi du passé. J'ai pas encore le moi du futur, je peux pas lui parler. Par contre, il y a des gens qui ont déjà une grande carrière dans la tech et avec qui c'est super intéressant d'échanger parce que c'est des gens qui ont, du coup, un vécu déjà d'une part différent, mais aussi un vécu plus long, un regard plus profond sur les choses.
Par exemple, je parlais d'agilité avant, j'ai rencontré des gens qui font de la gestion de projet depuis 30 ans, qui faisaient de la gestion de projet avant même que l'agilité et même les différentes méthodes agiles existent, et qui n'ont pas du tout le même regard, qui ont une perspective tout à fait différente. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir des gens moins jeunes, plus seniors dans la salle, et avec qui on peut échanger. Et en fait, on arrive sur une notion un peu d'apprentissage et de compagnonnage. C'est-à-dire que quand on sort d'école, on n'est pas maître du code, on n'est pas parfait d'un coup. D'ailleurs, on ne le saura peut-être jamais. Mais en fait, on a besoin d'apprendre comment est-ce qu'on fait, comment est-ce que d'autres font. Et une fois qu'on fait bien dans une équipe sur un projet à un moment, il faut continuer d'apprendre parce qu'il y a d'autres personnes qui vont résoudre le même problème d'une autre façon. Puis il y a d'autres problèmes qu'on va se poser plus tard. Et en fait, ça rejoint la notion de compagnonnage. Le compagnonnage, je ne sais pas si vous connaissez, ça n'existe pas en informatique. C'est plutôt dans les arts manuels. Mais c'est de se dire, tu vas faire un apprentissage auprès de gens qui savent, qui vont t'apprendre, et tu vas en faire plusieurs. Tu vas avoir différents points de vue, différentes techniques pour aborder la même problématique. Et donc, il y a un bouquin qui est bien connu qui a introduit ça. Alors, normalement, je l'aurai devant moi, mais je vous le mets ici. The Pragmatic Programmer. Le sous-titre en tout petit, c'est pas moi qui ai fait le livre, de compagnon à maître. Et en fait, ça reprend vraiment cette progression de se dire qu'au début, on est apprenant. Le stade ultime, c'est d'être maître. Je ne sais pas si on peut être totalement maître du code, mais en tout cas, on peut être meilleur. B comme best practice. J'espère que j'ai perdu personne sur les lettres de l'alphabet. Est-ce qu'il y a des best practices? Bonne question. Je vais vous proposer quelques propositions et vous me dites s'il y a des bonnes raisons de ne pas les utiliser. Est-ce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas utiliser un IDE? Quelqu'un qui dit oui. Pourquoi? C'est trop lourd, effectivement, ça mange des centaines de mégas de RAM. Est-ce qu'il y a d'autres bonnes raisons de ne pas utiliser un IDE? Voilà, l'accès à distance n'est pas forcément simple parce que c'est très graphique. Et je pense qu'il y en a d'autres. Il y a plein de bonnes raisons de ne pas utiliser un IDE. Même si on peut se dire que c'est quelque chose que tout le monde fait, dans les faits, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Il y a des usages. Pareil pour Git. Git a fêté ses 20 ans il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu une super conversation de est-ce que Git, c'est la fin de la gestion de version? Est-ce qu'on ne fera jamais rien d'autre? Alors je vois, il y a des gens qui se marrent. Mais Git, est-ce que vous connaissez des bonnes raisons de ne pas l'utiliser? Oui? C'est compliqué, effectivement. C'est trop lourd. Effectivement, il y a des questions de performance, et notamment sur des gros repos. Il y avait... Ouais? Voilà, c'est pas adapté à tout le versionnage, c'est fait surtout pour du texte. Et effectivement, il y a des bonnes raisons de ne pas utiliser Git. Voilà. GitHub, alors cette slide, je l'ai fait il y a 3 mois, elle a très mal vieilli. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde est au courant de pourquoi est-ce que nos rapports avec les États-Unis se sont dégradés. On pourrait mettre d'autres solutions, mais du coup, il y a GitHub, même si c'est très très utilisé, très très populaire, il y a aussi de bonnes raisons de ne pas l'utiliser. Et enfin, je mets mon langage Docker. Alors, j'ai pas mis un t-shirt Python aujourd'hui, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup Python et je suis le premier à dire qu'il y a des énormes défauts. Il y a des fois ça marche très bien, des fois ça marche moins bien. Voilà. Mais du coup, c'est pas, il y a très peu, voire peut-être pas, de solutions miracles à nos problèmes. Il y a surtout des choix contextuels. Et c'est là qu'on arrive en fait. Ce qui fait foi, c'est surtout le contexte dans lequel on va appliquer ces choses. Un IDE, ça peut être bien dans certains cas et pas d'autres, mais ça dépend des équipes, ça dépend des projets, ça dépend de la maturité qu'on a. Pareil pour Git ou GitHub ou Python, ça dépend. Et malheureusement, en informatique, la réponse c'est souvent ça dépend du contexte. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir le contexte? Comment est-ce qu'on fait pour savoir si on utilise Git ou pas dans l'équipe? Il faut discuter. C'est dommage. Il faut se mettre autour d'une table ou une table virtuelle et on se dit Git ou pas Git, ou GitHub ou pas GitHub, ou surtout Python ou pas Python. Voilà. Et en fait, c'est vraiment une question de, on identifie quelle solution on pourrait apporter. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, on décide. Voilà. Après B, C. Oh là là, il va falloir se réveiller là. C comme clean code. Alors je vous ai mis C comme spaghetti, mais on va surtout parler de C comme code review. Un petit exemple de code. On fait une petite code review. Je vous ouvre une paire, je vous mets ça dedans. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, premier réflexe, c'est du Python, ok. Autre remarque, il y a des accents dans le titre, effectivement. Pourquoi pas? Il y a un print en coulisses, on me dit, effectivement. On pourrait mettre du log, peut-être. Il n'y a pas de gestion d'exception. Et en fait, plus globalement, il n'y a pas de gestion d'erreur. Il y a quelqu'un qui voit autre chose. L'URL est hard-codée, il n'y a pas de paramètres. Ouais. Il y a un mélange de français-anglais. Ça dépend des entreprises, encore une fois, ça dépend du contexte. Et il y en a une un peu plus sioux, on fait du HTTP sur un truc qui s'appelle FTP, et il n'y a pas de S.
Voilà. Il y a un truc bizarre là. Bon, j'ai fait exprès d'écrire du code un peu sale. Désolé pour ceux qui ont peur du Python. Mais j'ai mis 8 lignes. On a déjà pu trouver plein de choses sur lesquelles discuter. Est-ce qu'il faut mettre des accents ou pas? Je ne sais pas. Le mélange français-anglais? Je ne sais pas. Mais j'en ai vu des fois. Et ça peut s'entendre. Donc il n'y a pas vraiment de best practice. Et est-ce que c'était du clean code? Je saurais pas dire. Je saurais pas dire parce que, alors normalement j'ai le bouquin clean code. Là je l'ai pas parce que je suis en voyage. Mais qui a lu le bouquin clean code? Pas mal. Qui a lu les 400 pages du bouquin clean code? Ah, il y a quand même pas mal de mains. Ok. Et qui est 100% d'accord avec tout ce qu'il y a dedans? Aucune main levée. Voilà. Et je suis assez d'accord. En fait, la question, pour moi, elle est surtout pour qui on code. Je vous ai déjà donné un peu l'indice avant. On est surtout sur des discussions, en fait. Clean Code parle beaucoup de conventions qu'on peut mettre en place. Et je trouve qu'il apporte de bonnes questions. Je ne suis pas forcément d'accord avec les réponses. Et je pense que les réponses, elles sont meilleures à discuter entre nous. Mais je trouve qu'il ouvre très bien le débat de quelles sont nos conventions de nommage, de quelle devrait être la taille des choses, de comment est-ce qu'on fait nos tests, le couplage, plein de sujets intéressants. Mais en fait, je suis pas... pour moi, c'est pas forcément une lecture recommandée, parce que pour qui on code, j'aime bien cette vision des choses. On code accidentellement pour les machines. Alors en vrai, on code toujours un peu pour que les machines exécutent notre code. C'est quand même relativement pour ça qu'on est payé. Mais ce qui est aussi très très important et qui peut être négligé dans un premier abord, c'est que c'est les humains aussi pour qui on code. Le code, on le donne à une machine à exécuter, mais on le donne à un humain à relire, à maintenir, à faire évoluer, à comprendre. Et donc en fait, il y a un gros impact à avoir du code qui soit compréhensible, non pas seulement par les machines, c'est-à-dire que le code est fiable, mais aussi par les humains, c'est-à-dire que le code est maintenable, évolutif. Donc il y a des propriétés humaines qu'on peut mettre sur le code. Et donc, il y a une citation de Martin Fowler, je ne vous ai pas mis la traduction, je vous la fais en live, c'est « N'importe quel idiot peut écrire du code qu'une machine peut exécuter, peut comprendre, mais les bons programmeurs et programmeuses sont ceux qui peuvent écrire du code que les autres humains et humaines comprennent. » Donc c'est plus compliqué, mais ça apporte aussi plus de valeur, parce que c'est du code qui n'est pas destiné qu'aux machines, mais aussi aux humains. Je ne sais plus si c'est dans Clean Code, mais il y a la notion de code smells que j'aime bien. Les code smells, c'est de se dire... En anglais, il y a un truc qui pue. Voilà. Et j'aime bien ce truc de ça paraît pas. Voilà. Et pour moi, c'est une certaine mesure de la qualité du code. Il y en a une autre que j'aime bien, je la trouve très drôle, c'est le what the fuck par minute, ou le putain par minute, ou le c'est pas possible par minute. Voilà. Vous faites celles que vous voulez, elles sont plus ou moins corrélées les unes aux autres, mais c'est vraiment à quel point le code a été écrit pour des humains ou pas. Voilà. Et face à du code comme ça, encore une fois, une règle qui vient des humains, mais qu'on peut appliquer au code pour les machines, c'est la Boy's Cut Rule. Donc là, c'est celle de Robert Simmertin, Uncle Bob pour les intimes. C'est toujours laisser l'endroit, quand on le quitte, plus propre que quand on est arrivé. Donc ça, c'est les scouts qui font ça, qui font des campings en forêt qui font ça. Quand ils arrivent, ils trouvent un site. Et quand ils partent, ils nettoient derrière eux, mais ils nettoient même plus que ce qu'eux on salit. C'est-à-dire que s'il y avait des détritus, machin, ils ont fait en sorte que ce soit plus propre. Et moi, je trouve que ça marche très bien pour le code, de se dire, le code, on le fait vivre dans le temps, à destination des humains, et quand on voit que les humains ne comprennent pas quelque chose, eh ben on peut essayer de le modifier pour le rendre plus compréhensible pour les humains. C'est essayer d'améliorer les choses petit à petit. D comme design pattern. Je ne vous ai pas demandé les lettres de l'alphabet, parce que là, j'ai vu, c'est compliqué avant. D comme design pattern, qui pourrait me donner Alors, première question, combien il y a de design pattern? C'est simple. Plein, un plus précis. Entre 30 et 50, une dizaine? Alors, je crois que dans le bouquin officiel, celui de 94, il y en a 26. Et après, ils ont fait une deuxième édition où il y en avait 40. Et il y a d'autres bouquins qui sont venus complémenter. Et je pense que depuis, on en a créé plein d'autres. Le nombre de design patterns n'est pas forcément important. Par contre, qui voudrait faire la liste? Il y a beaucoup de gens qui soufflent. Effectivement, ça serait un petit peu fastidieux, pas très intéressant, et on a peut-être des choses plus intéressantes à dire. Pour moi, c'est surtout une question de mettre des carrés dans des ronds. Les design patterns, il n'y a pas forcément besoin de tous les connaître, mais des fois, on voit un certain problème, ça tombe bien, il y a une solution qui est déjà plutôt connue pour ce genre de problème, et à ce moment-là, un carré dans un rond, ça marche plutôt bien. C'est une façon de reconnaître certains problèmes et de leur adopter une solution. Et ça permet surtout d'appeler un chat. C'est-à-dire que des fois, on ne fait pas exprès, on réinvente un design pattern qu'on ne connaissait pas soi-même, mais on ne l'a pas appelé comme le design pattern officiel,
C'est dommage, parce que du coup, on a inventé le concept du chat, mais on l'a pas appelé chat, on l'a appelé animal, fourrure, je sais pas quoi. Si on connaît ces design patterns, c'est cool, on peut mettre le bon nom, comme ça les gens comprennent mieux. C'est comme une jolie étiquette qui dit ça c'est telle solution à tel problème. Mais néanmoins, c'est des outils comme les autres. Les design patterns, c'est pratique de les connaître, mais c'est pas essentiel. On peut travailler très efficacement sans connaître les design patterns sur les doigts de la main, parce qu'il y a juste besoin de savoir raisonner et de comprendre le design, pas forcément ses patterns. Les outils, encore une fois, je reviens, ils ne sont pas des solutions. C'est super de connaître tous les design patterns, mais, alors je ne suis peut-être pas le bon exemple, mais j'en applique pas beaucoup au quotidien. C'est plutôt l'exception que la règle. En général, je travaille avec peu de design patterns. Ça peut être différent dans d'autres contextes. Comme j'ai pas le temps. Donc je vous avais prévenu, on va pas faire tout l'alphabet. Donc là, on va skipper directement à K. K comme Kiss. Il y en a qui connaissent Kiss? Je parle pas du groupe de musique. Hein. Il y en a qui connaissent les deux. Kiss, c'est keep it simple, virgule, stupid. Donc c'est idiot, garde-le simple. Et il y a le idiot est très important parce que c'est très compliqué de faire des choses simples. Le but, c'est de faire le plus simple possible, de vraiment chercher à réduire la complexité à le plus évident possible et faire encore plus simple. Et ça, c'est très compliqué. Parce que ensuite, on pourra complexifier, ensuite, on peut rajouter des choses, mais garder le plus simple au début, ça permet de ne pas en rajouter trop et ne rajouter que ce qu'il y a besoin. Il y a une citation que j'aime bien. Donc celle-ci, elle est peut-être de Carnegie. C'est pas clair. En tout cas, on n'arrive pas à attribuer les sources. Mais débugger, il me semble que j'ai la traduction en français. Voilà. Débugger est 2 fois plus simple, 2 fois plus compliqué que d'écrire le code. Donc si on écrit le code le plus intelligemment possible, on n'est par définition pas assez intelligent pour le débugger. Je le redis autrement. Si on écrit du code super complexe, avec plein de patterns, intrications, ça marche du feu de Dieu. Par contre, quand ça marche pas, impossible à débugger parce que c'est trop complexe. C'est pour ça que la complexité, même si elle peut paraître très attrayante, ça fait très intelligent de mettre des design patterns, de faire des classes, des abstractions, des choses comme ça. Dans les faits, si c'est pas utile, si ça ne répond pas aux problèmes directement de la façon simple, ça va surtout engendrer de la difficulté à maintenir, de la difficulté à comprendre. Et alors une citation qui n'est pas du tout dans le bon contexte, mais que tout le monde utilise dans le mauvais contexte, c'est « avoid premature optimization », éviter les optimisations prématurées, donc dès le début, avant même qu'on sache qu'il y en a besoin. À l'époque, c'était vraiment dans un autre contexte que c'était dit, mais on l'utilise tout le temps maintenant pour dire « gardez les choses simples » et on verra plus tard s'il y a besoin d'optimiser pour la performance ou pour utiliser des objets qui ont différentes propriétés, nanana. Au début, simple. Et le but, c'est dur de le rappeler parce que moi, je suis la première victime. On adore des fois coder. Et en fait, le but, on ne nous paye pas exactement que pour coder, mais on nous paye pour écrire du code qui répond à des besoins métiers. Et in fine, le code n'est qu'un moyen de répondre à une solution. Le but, c'est de livrer de la valeur. Alors, c'est pas simple. Des fois, c'est très compliqué. C'est pas forcément vraiment dans notre périmètre de responsabilité. Mais le but, c'est quand même de s'orienter valeur plutôt résultat. On n'est pas là pour faire de la complexité. On est là pour faire du code, je dirais. Encore une fois, je triche. Elle, comme là, j'ai vraiment plus le temps, il faut que j'avance. P comme pair programming. On a déjà fait plus de la moitié du talk, hein. Faut être content là. P comme pair programming. Alors le pair programming, il y a plein d'autres noms. Il y a pair programming, mob programming, software teaming. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails de qu'est-ce que ça veut dire. Il y a des nuances et des fois, c'est des mots qu'on dit plus forcément. Mais en fait, c'est vraiment le concept de 2 cerveaux valent mieux qu'un. Qui paraît en général plutôt vaguement évident. Et c'est de se dire, si on a 2 personnes qui travaillent sur le même problème, je vais aller un peu trop vite, il va y avoir plus d'échanges, plus de collaboration. On va peut-être pouvoir trouver une solution un petit peu meilleure. Donc il y a ce côté de performance, d'être à 2, de pouvoir se répondre l'un à l'autre. Mais aussi, on va tout de suite avoir plus de facilité à partager le code. Si on est tout seul sur sa feature et il n'y a que nous qui la comprenons, si on est 2 sur la feature, mathématiquement, on est déjà 2 à la comprendre, ou relativement. En tout cas, déjà, on a du partage du code. Le code est plus facilement compris par l'intégralité de l'équipe. Et alors, c'est un peu sordide, mais j'aime bien. Moi, le bus factor, c'est le nombre de gens qu'il faut se faire écraser par un bus pour que ce soit compliqué dans l'équipe. Par exemple, si vous avez un bus factor de 1, c'est-à-dire que s'il y a une personne qui se fait rouler dessus par un bus et qui est à l'hôpital pendant X semaines et qui n'est pas dispo, problème dans l'équipe. Ça arrive. Si vous avez un bus factor de 1, il y a une personne, elle pose des congés, aïe, 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 on serre les dents. Bus factor de 2, 3, 4, 5, c'est déjà plus confortable, on peut se dire, on a de la redondance. Mais du coup,
cette façon de travailler à plusieurs cerveaux sur un même problème, ça va justement diminuer ce bus factor, augmenter le bus factor, augmenter le partage de code, ça permet d'être plus efficace, plus redondant. Ça se pratique, on peut s'entraîner. Il y a, je ne sais plus quelle conférence tout à l'heure qui disait « Ne commencez pas tout seul, apprenez dans des dojos et des katas ». Parce que ce n'est pas simple à faire du mob programming, du pair programming efficace. Et ça appelle certaines façons de travailler qui sont différentes. Donc le mieux, c'est de l'expérimenter, typiquement dans les meet-up, dont Lyoncraft est un fier représentant. Ça peut être aussi dans votre entreprise. Moi, j'anime dans mon entreprise des événements de ce genre-là, et vous en trouverez un peu pareil. Et j'ai déjà dit les meet-up. Alors je mets les villes que je connais, mais il y en a partout en France, même si ici, il y a surtout des Grenoblois et des Lyonnais, je pense. R comme refactoring. Alors ça va aller très vite, j'y reviens plus tard. Je triche, on ne fait pas dans l'ordre. S comme solide. Il y en a qui connaissent solide. Voilà. Oh, c'est timide là. Qui pourrait me donner les 5 acronymes de solide? Alors, SRP, voilà. Ah, on en a un autre. Open Close, Liskov et Dependency Injection. C'est compliqué. C'est du jargon. Cette slide, je la donne à ma mère, elle ne comprend pas. Je la donne à un junior en informatique, c'est pas gagné non plus. Pour repréparer le talk, j'ai lu la page Wikipédia de Liskov Substitution Principle. Je pensais connaître, je n'ai pas compris. Je trouve qu'on a des problèmes d'explication sur ces concepts. C'est des concepts, je trouve, qui sont difficiles à illustrer même avec du code, qu'il faut vraiment les vivre et tout. Et surtout, c'est beaucoup de jargon, beaucoup de complexité pour des choses que je trouve qui sont un peu redondantes par rapport à ce que j'ai dit avant. De se dire, il y en a beaucoup qui sont liés uniquement à des problématiques objets. Et alors moi, hot take, est-ce qu'on ne garderait pas que SRP et DIP? Voilà, je vous pose la question, je vous laisse ça là. On se battra après dans les questions ou après la conférence. Voilà. Après S, T. Ah non, oh là là. Ah non, mais c'est dur là aujourd'hui. T comme test. Alors, on est à une conf craft, on va pas. Ah oui, première question. Qui fait de l'escalade? On doit avoir des escaladeurs là. Attends. Ah, pas tant. Je m'attendais à plus. Ok, on en a quelques-uns. Qui fait du bloc? Ok. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le bloc, c'est on grimpe, mais on n'a pas de baudrier, on n'est pas attaché. Par contre, on ne monte pas très haut et il y a des matelas en dessous. Donc si on tombe, on ne se fait pas trop mal. Par contre, qui fait du free solo? Monter tout seul, sans baudrier, sans matelas, tu montes à 25 mètres. Voilà. Des gros noms de la tête. Parce que ça, c'est hyper dangereux. On est d'accord? Parce qu'on n'est pas dans des situations contrôlées et on sait que si on fait une erreur, accident. Bah, c'est exactement pareil pour les tests. Qui aujourd'hui a écrit du code sans test? Alors aujourd'hui, on n'a peut-être pas beaucoup codé tous, mais qui la semaine dernière a écrit du code et n'a pas fait de test? Ah, oh, même toi. Eh ben, je suis obligé de lever la main aussi. Ben, des fois, c'est pas simple. Alors effectivement, des fois, on voudrait mettre des tests, mais c'est pas toujours simple. Est-ce que vous avez entendu parler du test-driven development? Il y a quelques oui. Ah, un peu plus. Ok, les gens se réveillent. Le test-driven development n'est pas la solution ultime à tous les problèmes de l'univers. Je le mets en premier truc. Le test-driven development, comme toutes les techniques dont j'ai parlé avant, c'est contextuel. Ça peut être quelque chose de plutôt bien, on peut être d'accord. N'empêche que ça ne marche pas dans tous les contextes, ça ne marche pas pour toutes les personnes à tous les moments. Mais ça peut aider à certains objectifs. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le test-driven development, je vous invite à ne pas chercher une définition immédiatement et plutôt à trouver un dojo où vous le ferez. Ça sera beaucoup plus instructif que d'essayer de voir une définition. Je pense que ça fait partie, encore une fois, des concepts qu'il faut plutôt vivre que lire. Et ensuite, on peut lire pour voir les différentes nuances, tout ça, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut avant tout vivre. Et en fait, en le vivant, on va se rendre compte de pas mal de choses. Ça permet d'avoir une visibilité claire sur l'avancement, ce qui marche ou ce qui ne marche pas. C'est-à-dire que vu qu'on écrit des tests au fur et à mesure, on a des tests qui nous disent qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Magique. Quand on écrit des tests, on a des tests qui nous disent si ça marche ou si ça ne marche pas. Ça permet d'avoir une doc de comment on utilise du code. Le code, ça dépend comment il est conçu, mais ce n'est pas toujours simple de l'utiliser. Il se trouve que les tests, c'est un des premiers cas d'utilisation du code, et normalement, il passe, donc ça veut dire que les tests marchent. Donc, on a un exemple de comment utiliser le code de façon utile. Alors, j'ai mis doc entre parenthèses, c'est pas vraiment de la doc, nanana. Ça permet d'avoir du code testable. Bah oui, si vous avez écrit des tests et que les tests passent, c'est que le code était testable. Encore une fois, on est sur de l'évidence, normalement.
Ça permet de faire des petits pas. Alors les petits pas, c'est en termes techniques, alors que ça ne paraît pas. Mais c'est vraiment d'y aller tout petit morceau, tout doucement. On ne fait pas des grands bonds, on y va très progressivement, très tranquillement. Une fois, il faut le vivre pour le comprendre, mais c'est quelque chose de très puissant. Ça permet d'avoir du feedback rapide, pas besoin d'attendre des jours pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Et, c'est con, mais écrire les tests au début, ça permet de s'assurer d'avoir des tests à la fin. Mais encore une fois, on est sur des évidences d'une profondeur incroyable. Mais le meilleur moyen d'être sûr d'avoir des tests, c'est de les écrire. Et en fait, il y a plein d'autres objectifs qu'on peut trouver au test-driven development, mais je vous l'ai dit, ça reste contextuel. Vous pouvez faire du test first, vous pouvez faire du test after, vous pouvez faire du test YOLO, faites votre propre truc, mais l'important, en fait, c'est d'être sûr à la fin. Moi, je voudrais surtout mettre l'accent du coup de T, surtout comme test. Que vous fassiez du TDD, tant mieux pour vous. Mais les tests sont essentiels, à mon sens, à un projet. Parce que ça permet de livrer avec confiance que ce qu'on rajoute fonctionne bien. Et ça permet aussi de livrer avec confiance que ce qu'on n'a pas changé, qui normalement devrait toujours fonctionner, fonctionne encore. Mais on n'a pas de régression typiquement. Ça permet de changer le code. Et là, j'introduis la notion de refactoring, on y vient juste après. Et de pouvoir survivre à un changement d'équipe. Alors moi, j'ai beaucoup travaillé dans des contextes de SN où la durée de vie d'un prestataire est relativement variable et où quand toute une équipe change, c'est compliqué de reprendre un projet, surtout s'il n'y a pas de test. Encore une fois, c'est une mesure de redondance. Qu'ils soient automatiques ou manuels, vos tests, peu importe. On peut en débattre après. Il y a de très bonnes raisons des fois de faire que du test auto ou que du test manuel, mais c'est important d'avoir des tests. Je le répéterai. Et ensuite, faire des tests de bonne qualité. Je n'ai pas fait exprès, cette slide a été écrite il y a des mois, mais il y a eu une conférence ce matin qui parlait justement de comment faire des tests clairs, rapides et fiables. Magnifique. Et elle sera en replay. Et du coup, comment on fait pour faire tout ça ? Ça tombe bien, ce n'est pas un talk technique, c'est un talk d'introduction. Donc il y aura plein de conférences qui vous amèneront là-dessus. Mais fondamentalement, c'est surtout apprendre. Les tests, c'est un sujet, je veux dire comme les autres, c'est un sujet qui n'est pas la science infuse. Il faut le pratiquer, il faut voir plein de choses, échanger avec les personnes, échouer, améliorer. C'est de l'apprentissage continu. On arrive du coup enfin à R, après T. R comme refactoring. Et du coup, je vais aller assez vite. La définition de refactoring, pas simple. On pourrait prendre la définition qu'il y a dans le bouquin de refactoring, qui est grosso modo un changement sans impact sur le fonctionnel, mais ce n'est pas forcément comme le mot est utilisé la plupart du temps. La pureté du mot, c'est effectivement le test, ça change la forme sans changer ce que fait le logiciel, mais souvent, ça veut dire n'importe quoi comme terme, donc je ne suis pas forcément à l'aise d'utiliser la définition très précise. En tout cas, c'est un ensemble de techniques à maîtriser, à apprendre. Donc là, on est comme sur les design patterns, il y en a toute une ribambelle de techniques de refactoring qui sont très pratiques. Néanmoins, on peut faire du refactoring sans le savoir. On peut utiliser des patterns sans même le savoir. Et typiquement, un IDE, il ne vous dit pas que vous êtes en train de faire du refactoring très clairement, il vous permet de faire des choses très, très puissantes. Et le refactoring, c'est très important parce que ça permet de garder la maîtrise du code. J'en parlais avant, on écrit du code pour les humains, et donc il faut changer le code pour que les humains continuent de le comprendre, pour adapter le code aux évolutions futures. Et ça marche extrêmement bien avec les tests. Ça crée une véritable symbiose entre les deux. J'écris des tests qui me permettent de savoir ce que fait mon code. Je peux changer mon code en sachant que ça continue de fonctionner. Et inversement, mes tests ne sont pas forcément simples à faire, simples à écrire. Je peux refactorer mes tests, je peux refactorer mon code. Ça marche très bien ensemble. C'est d'autant plus efficace l'un avec l'autre. Après R, V. Oui, il manque le U, c'est vrai, je ne l'ai pas dit. V comme valeur. Et on approche de la fin. V comme valeur. Ah, j'ai oublié cette slide. Bon, l'agilité n'a pas fonctionné pour les devs. C'est une affirmation de ma part. J'ai une conférence là-dessus si vous voulez. Mais je trouve qu'en général, quand je dis le mot agile à un développeur, il y a une réaction très hypodermique en mode ah. Voilà. Et pour moi, en fait, l'agilité ne parle pas beaucoup aux devs et au contraire est plutôt un repoussoir. Et le craft, historiquement, s'est construit comme un mouvement réactionnaire à l'agilité, fondé par notamment une personne, un signataire du manifeste, en mode on a oublié la technique dans l'agilité, et ben on va faire un autre truc qui, du coup, va mettre de la technique dedans. Voilà. Et qui permet d'avoir des valeurs plus claires. Alors, plus claires, je ne sais pas forcément. Désolé, elle n'est pas hyper lisible, cette slide. Des valeurs plus claires,
Ça sera à vous de me dire. Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, voilà. On va lire le manifeste juste après. Mais du coup, moi, je trouve des choses très fortes dedans. Je vais... Normalement, il devait s'afficher. Bon. Ça commence par « raising the bar ». Les premiers mots du manifeste Craft, c'est « raising the bar ». Raising the bar, élever le niveau. Quand dans votre vie, on vous dit « là, il faudrait un peu élever le niveau », en général, on le sent un peu comme un jugement, de se dire « ah, j'ai peut-être pas été assez à la hauteur ». Bah, effectivement, ça part d'un constat en général, en termes de qualité, en termes d'organisation, en termes de réussite, les projets informatiques ne sont pas forcément tous à la hauteur. Et du coup, le but du craft, justement, c'est élever le niveau, être plus exigeant envers nous-mêmes, envers les autres, envers le fonctionnement des institutions, pour qu'on puisse faire des choses mieux. Ça ne vient pas de gens qui ont la science infuse et qui ont forcément la vérité ultime. C'est des gens qui sont aspirants à cette vérité, qui cherchent justement de nouvelles façons, de nouvelles pratiques pour comment faire les choses. Et ils le font via la pratique et en aidant les autres à le faire. Et on va aller regarder le manifeste juste après pour les valeurs. Donc si vous connaissez déjà le manifeste Agile, hop, vous ne serez pas dépaysé par le manifeste Craft. Donc, comme je vous l'ai dit, Raising the Bar, une petite introduction où ils disent on ne détient pas la vérité, mais on va essayer de partager nos découvertes avec les autres. Donc pour l'instant, c'est très copié sur l'agilité. Mais ce qu'ils disent, alors je commence en bas, les items à gauche en petit sont intéressants, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est les items en gros. Des logiciels bien conçus qui ajoutent de la valeur, une communauté de professionnels et construire des partenariats productifs. Alors, c'est des belles valeurs, on est d'accord. Comment ça se concrétise? Je ne sais pas. Regardez le programme aujourd'hui de LyonCraft. Il y a plein de sujets différents. Mais en tout cas, j'ai l'impression que tous ces sujets répondent à ça, à faire des logiciels bien conçus. On a beaucoup parlé d'architecture aujourd'hui. Ajouter de la valeur. On n'a pas eu beaucoup d'approches produits, mais par contre, on a parlé beaucoup de tests. Et pour moi, les tests, c'est une garantie de continuer d'apporter de la valeur. Et aussi, il y a de l'event storming là en ce moment. On a une communauté de professionnels. Alors, on n'a pas eu tellement de talk aujourd'hui, je crois qu'il y a une table ronde après, mais en fait, aujourd'hui même est un événement de communauté où on est tous là pour apprendre, échanger. Et à la fin, des partenariats productifs, parce que je trouve que dans le craft, il y a une certaine façon, et j'en parlais avec le compagnonnage, d'apprentissage, un certain respect, une égalité, et de se dire, on est ensemble pour produire entre professionnels de l'informatique, avec nos clients, avec nos fournisseurs, de travailler en bonne intelligence. Ça ne veut rien dire, mais je trouve que ça peut être intéressant. Pas content de ma phrase, mais on partira avec. Voilà, donc j'ai remis les 4 valeurs. Ah, il était là, c'était après. Et j'ai terminé. Quelques crédits, j'ai pris plein de photos sur Internet. L'exercice de Catmatic, c'est de trouver les contre-bonnes pratiques. Voilà, donc c'est l'inverse de dogmatique. C'est Julien Marquard qui disait ça. J'ai cité plein de sources. Il y en a d'autres que je n'ai pas mis, parce que normalement, j'ai les bouquins et je les montre au fur et à mesure, mais je ne voulais pas 10 kilos de bouquins en voyage. Et le livre Software Craft, qui est sorti chez Dunod, que je vous conseille fortement, parce que je le trouve vraiment très bien. Et j'ai beaucoup repris de ce bouquin pour construire cette présentation. Je trouve qu'il est très pédagogique, en français, et il couvre à la fois ce qui est introductif et commencer déjà à aller un peu sur de l'avancée. Voilà. Je le trouve très complet, je vous le recommande. Et j'ai terminé. Moi, c'était Julien Lenormand, Dev DevOps pour l'entreprise Kaizen Solutions. Merci beaucoup, Julien. Il nous reste... là. Il nous reste 11 minutes. Est-ce que tu veux prendre des questions? Il y a une slide pour. En effet. Alors, qui a des questions? Déjà, merci pour la presse. Tu disais que Knut, on le citait mal quand on disait d'éviter les optimisations prématurées. C'est quoi le contexte d'origine, du coup? Knuth, quand il a écrit ça, alors la date, je sais, je pourrais aller la chercher sur la slide, mais je crois que c'est les années 70. Les années 70, on écrivait beaucoup en assembleur. Et en assembleur, les gens faisaient de l'optimisation assembleur, alors qu'en assembleur, c'était déjà compliqué de sortir du fonctionnel. Donc le contexte d'origine, c'était d'éviter les optimisations assembleur avant d'avoir la fonctionnalité qui marche. Il se trouve que l'informatique a évolué un tout petit peu en 50 ans. Qui fait de l'assembleur dans cette salle? Donc effectivement, le monde a changé depuis.
Mais je trouve que la citation garde son contexte. Elle n'a plus le même sens, mais les mots continuent d'avoir un sens. Et je trouve qu'on continue aujourd'hui des fois de faire des optimisations, de se dire « Ah là là, je peux mettre une super abstraction qui va faire ça. » Ça répond à ta question? Nickel. Une autre question? S'il n'y a pas de question, c'est que j'étais très clair, que tout ce que j'ai dit était simple et que vous allez l'appliquer demain. Merci pour la conf. Alors, j'ai pas bien préparé ma question, mais c'était par rapport aux tests. Comment est-ce que tu ferais pour apporter des tests dans une équipe où tu arrives pour un moment de temps défini, tu sais que tu vas pas rester hyper longtemps, que tous tes collègues n'en font pas, et que du coup, ce sera sans doute que pour toi que tu vas en faire, parce qu'après, ils seront pas repris derrière. Alors, comment on fait des tests dans ce cas-là? Par exemple, ils font pas du tout de tests, tes collègues? Tu peux répondre de la tête, sinon. Il y a une équipe de QA derrière. Okay. Mais du coup, l'équipe du QA, ils font du test auto ou test manuel? Moite-moite, je crois. Moite-moite. Mais du coup, toute la partie testing, elle est déléguée à quelqu'un d'autre. Donc l'équipe de développement, elle n'est pas spécialement incitée à faire du travail de bonne qualité la première fois. Je suis pas un expert du lean, mais de se dire, je pousse ma merde, c'est les autres qui s'en chargent. Et s'ils sont pas contents, ça revient chez moi et je repousse et ainsi de suite. On n'est pas forcément sur quelque chose de très efficace comme organisation du travail. Et du coup, moi, ce que j'aime bien, alors, je suis un tout petit peu technique, mais est-ce que tu fais du Git Rebase ou pas? Hoche de la tête et je répète. Donc toi, tu fais du Git Rebase. Il y a des gens qui trouvent ça affreux, le Git Rebase. Je ne rentre pas dans la technique de qu'est-ce que c'est. Mais en fait, moi, quand j'ouvre ma PR, tu ne verras pas si j'ai écrit les tests avant ou après. Tu ne sauras pas si j'ai écrit en TDD ou si j'ai fait du test after, dans le sens où, moi, ma façon de travailler en local, c'est entre guillemets pas ton souci, tant que, à la fin, je te fais une jolie PR. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus? Voilà. Et du coup, en fait, j'ai envie de dire, si les autres, ça ne les intéresse pas tes tests, dommage. Mais si toi, tu as envie de faire des tests, grand bien t'en face. Et je suis très content parce que c'est-à-dire qu'il y aura déjà un tout petit peu de tests, il y aura un petit périmètre qui sera testé, il y aura déjà des briques sur lesquelles on pourra construire. Et si quelqu'un d'autre arrive, il y aura peut-être quelque chose. Mais effectivement, si l'équipe ne prend pas trop là-dessus, tu peux le faire dans ton coin, mais voilà. Pour moi, c'est surtout une question de mandat. Est-ce que tu es là pour ajouter des tests ou pas? Est-ce que, à part de produire des features, est-ce qu'on attend autre chose de toi? Et ça, c'est une question compliquée. Qu'est-ce que tu appelles un test manuel? Je vais répondre, c'est presque une réponse de Normand. C'est un test qui n'est pas automatique et pas hybride, c'est-à-dire vraiment pas automatique. Mais test manuel, je dirais, c'est où il y a une interaction humaine. Dans le sens où il faut un humain dans le truc pour pouvoir dire si ça marche ou si ça marche pas, ou pour faire certaines étapes. Un test automatique, une fois que tu as cliqué sur le bouton, à la fin, il te dira le résultat. Test manuel, il faudrait une intervention humaine pour faire quelque chose. Est-ce que ça te va comme définition ou pas? Après, c'est plus... moi, j'ai travaillé dans des contextes où c'était extrêmement dur d'écrire des tests automatisés. Et donc, en fait, du test hybride, c'était déjà pas mal de faire un peu d'automatisation, des étapes très longues et fastidieuses qu'on pouvait automatiser. Et par contre, des fois, faut faire une intervention hardware. Et là, c'est compliqué à moquer ça ou des choses comme ça, ou on ne veut pas moquer des fois. Donc, il y a des fois des choses, on ne peut pas du tout les faire en test automatique. Voilà. Merci pour le talk. J'aurais une question. Là, tu t'adresses à nous qui sommes majoritairement dans la technique. Est-ce que tu changerais ton discours si tu devais en parler à des personnes qui ne sont pas du tout techniques, chefs de projet, enfin, des personnes qui vont décider des trucs, mais en fait, la technique, ils ne comprennent pas, on leur parle, et à un moment donné, ils doivent prendre des décisions, il faut leur expliquer un petit peu toutes ces notions que tu viens d'aborder. Comment je présenterais ça à des gens non techniques? En fait, la question, c'est est-ce qu'ils ont une appétence à ce qu'on leur parle de technique ou pas? Moi, je trouve que, on parlait tout à l'heure de la prod. Là, vous me dites, ouais, on a un problème avec le modulateur de machin. Je vous crois. J'y connais rien, moi. Donc, je peux que vous faire confiance. Et si je ne vous fais pas confiance, je pense que vous allez me bullshiter. Je pense que c'est pareil pour eux, ou pour ton plombier, ou pour n'importe qui. Quand tu ne connais pas le métier, tu peux que croire qu'on t'en fume. Et au mieux, tu peux croire que les gens sont relativement honnêtes. Mais du coup, c'est vraiment une question de confiance. Et du coup, ça dépend, est-ce que les personnes te font confiance? Ou si elles ne te font pas confiance, est-ce qu'elles ont envie que tu leur présentes vraiment des arguments? Est-ce qu'elles sont prêtes à t'écouter? Je trouve que souvent, la réponse est non. Des fois, on arrive à trouver des gens avec qui on travaille en bonne intelligence. Mais moi, ça m'est arrivé d'avoir du management qui était un peu opaque
et obtus, je sais plus comment, mais si tu leur présentes tes problématiques techniques, 0 répondant. Ok, et ben c'est souvent le cas, et du coup il faut trouver comment s'adresser à un niveau plus abstrait, de dire on va parler plutôt business, on va parler plutôt produit, on va plutôt parler pognon, on va parler plutôt RH, rétention, et je trouve que le craft a plein de choses à offrir là-dessus. C'est juste qu'effectivement là je l'ai adressé plutôt à un public technique qui veut découvrir le craft, et je pense que le craft est éminemment technique, mais effectivement il y a aussi des approches produits, il y a aussi des approches business, mais c'est pas ma spécialité. Donc il n'y en avait pas trop là. Mais je suis sûr qu'il y a je sais plus ce que j'avais vu, des gens qui parlaient de craft pour le produit. Je sais plus dans quel conf j'avais vu ça. Et ça doit parler à d'autres personnes. Ça te va comme réponse? Allez. Plus de questions? Ah, Eh ben, merci c'est à vous. clair. Merci.